Alors, merci. Oui, je vais venir à la définition des créatifs culturels tout à l'heure. Donc le titre, effectivement, l'habitat participatif n'est-il destiné qu'aux créatifs culturels? Et donc c'est un sujet qui me semble important, qui est un peu au cœur des forums ouverts dont on a parlé tout à l'heure. Qui pose la question finalement de la mixité sociale et puis de la mixité culturelle, donc des mixités dans l'habitat participatif, puisque même s'il y a une dynamique très importante, il y a aussi des freins et qui peuvent empêcher cette ouverture et donc finalement être plus éloignés de certaines cultures. Donc, par rapport au forum ouvert, ça a été dit un peu tout à l'heure, c'était quelle diversification de l'habitat participatif. On voit que tout ça se rejoint, donc c'était un peu au cœur des rencontres de Marseille également. C'était quand même, ils ne l'ont pas dit, 1,5 jours où ils se sont réunis à chaque fois à 70 personnes. C'était, pour ceux qui l'ont vécu, très intéressant. Et dans la restitution, on l'a senti pour partie, mais j'avais fait aussi le point un peu tout à l'heure. Il y avait vraiment la question du langage, comment on parle aux gens, de l'habitat participatif, et puis aussi qu'est-ce que l'habitat participatif finalement, et est-ce qu'on en a tous et toutes la même vision, et est-ce qu'il n'y a pas une diversité à encore creuser. Donc, ce qui est important dans cette table ronde est malgré... Voilà, intermède musical. Et donc, ce qui est important là, c'est très... je remercie les organisateurs de l'avoir mis au centre des réflexions. Et puis aussi, je vous invite, malgré la salle, c'est ce que je voulais dire, de vraiment essayer de participer et de, tout à l'heure, pas hésiter à venir nous questionner les gens qui sont ici autour de moi sur cette réflexion, on peut dire un peu introspective du mouvement à laquelle on est appelé, et puis un peu de mise en perspective dans ces clôtures pour les années à venir. Alors pour en parler, j'ai à ma gauche Monsieur Laurent Colère, président d'Habitat de Lille, directeur, pardon, oui, c'est pas le président, directeur d'Habitat de Lille, pardon, qui est impliqué dans l'habitat participatif, il pourra en parler tout à l'heure. J'ai ici Antoine Limousin, le président de la région PACA, mais qui habite aussi, et on ne sait pas comment il fait, au village vertical. Il est très fort. J'ai un hélicoptère de fonction. Et qui nous parlera donc de la mixité au sein du village vertical notamment. J'ai également Jean-Charles Escribano, qui est à ma gauche, et qui est lui président, cette fois-ci je ne me trompe pas, de l'association Soleil Posé. Et donc on parlera avec lui notamment de la question des seniors et du vieillissement. Et donc j'excuse Fatih Bouaroua qui malheureusement n'avait pas pu venir, mais ça nous permettra peut-être de tenir le temps qu'on essaiera de faire un tout petit peu plus court que le programme. Alors, avant de commencer, il faut que je vous donne la définition de créatif culturel. Comme je pense en être un et un peu bobo sur les bords, je sors ma tablette. Et donc, je vous lis ce que j'ai trouvé. Donc, les créatifs culturels sont un groupe socio-culturel qui serait à la pointe du changement social et qui a été mis en évidence par un sociologue et une psychologue américains. Il regroupe des individus ayant en commun d'adopter une vision globale et intégrale du monde, donc une vision globale et intégrale du monde, le partage d'un ensemble de valeurs telles que la consommation, donc une réflexion sur la consommation, l'importance du développement personnel, les pratiques écologiques et la recherche de solutions nouvelles pour la société. Voilà. Donc, oui. Et donc, les créatifs culturels, voilà, il y a 2 points, vision globale et intégrale du monde et partage d'un ensemble de valeurs. Alors, l'enquête sur les créatifs culturels en France a commencé fin 2005 et les résultats ont été synthétisés fin 2006. Elle montre que cette famille socio-culturelle compte environ 17% de Français, et en fait surtout des Françaises, donc je ne sais plus où est Anne, mais il fallait effectivement le mettre au féminin aussi, puisque parmi le mouvement des créatifs culturels, 2 tiers sont des créatives culturelles, et selon un ouvrage qui a été écrit aux éditions Yves Michel, très bon éditeur, qui a édité aussi un bouquin bah oui, c'est moi.
Et donc voilà, donc, très bon éditeur. Et donc si sur les créatifs culturels, vous cherchez des renseignements, vous trouverez un ouvrage qui était intégralement dédié. L'autre, l'autre, je n'ai pas la référence là. Tout ça est sur Wikipédia, entre autres. Je n'ai pas voulu faire trop long. Alors, mais avant de démarrer, de donner la parole aux personnes autour de moi, j'ai participé aussi au forum ouvert, et puis notamment aux méthodes qui sont mises en œuvre. Et puis alors, quand on est arrivé au forum ouvert, et vous étiez nombreux, je pense, à le faire, il y avait une sorte de jeu, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était que tous ceux qui ont bien mangé à la table à midi se lèvent. Voilà, c'était ça le truc. Est-ce que tout le monde connaît à peu près le principe? C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui est dite, et si on se sent concerné par ça, on se lève. Et puis il fallait en plus bouger, mais là on ne va pas bouger vu la configuration de la table. Mais on va quand même un peu le faire. Et donc, en complexifiant encore en plus les choses, je vais demander à ce que tous ceux qui ont un voisin de gauche qui habite en habitat participatif déjà se lèvent. Donc il faut que vous demandiez à votre voisin de gauche s'il vit en habitat participatif. Et s'il habite en habitat participatif, vous vous levez. En haut aussi, hein. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Maintenant, vous demandez à votre voisin de droite si d'ici 3 ans, vous pensez qu'il allait... si d'ici 3 ans, il pense qu'il va vivre en habitat participatif. Donc à votre voisin de droite, vous demandez, est-ce qu'il va vivre en habitat participatif? Et on va voir qui va se lever. Ah ouais, ils sont plus nombreux. Hein. Donc d'ici 3 ans, la moitié de la salle... D'ici 3 ans, ce ne sera pas tout le monde debout, mais presque. Et alors enfin une dernière question, parce que sinon je vais trop monopoliser la parole. Mais maintenant, vous avez entendu quelle était la définition. J'aimerais que vous ne demandez plus à gauche ou à droite, vous levez si vous vous sentez être un créatif culturel. Donc on est plus que 17%, ouais. Il y a plutôt 17% qui ne sont peut-être pas créatifs culturels. Bon, donc alors on est, l'habitat participatif n'est-il destiné qu'aux créatifs culturels? C'est non, pas complètement, mais quand même, on y est quand même pas mal. Bon, Laurent, je vais me tourner vers toi maintenant et te poser quelques questions. Par rapport à ça, par rapport à cette notion de créatif culturel, finalement, quand toi tu en parles, quand tu vas voir des gens en tant que bailleur social et tu leur dis bon voilà, on va faire de l'habitat participatif, comment ils réagissent et est-ce que tu as affaire à des créatifs culturels quand tu en parles? Et tu peux d'abord évidemment décrire un peu ce que tu fais dans ton métier. Merci Bruno. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Colère, je suis directeur général d'une coopérative qui œuvre depuis 4 ans dans l'habitat participatif. On mène plusieurs projets sur le territoire de l'Eurométropole Strasbourg. Des projets en accession sociale sécurisée qui vont être livrés dans une quinzaine de jours, des projets locatifs aidés où nous sommes au stade APS avec un dépôt de PC d'ici quelques semaines, et puis un projet senior. Et puis nous avons l'ambition de mêler justement les créatifs culturels, parce que les créatifs culturels, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses, entre les accédants à la propriété et les locataires du parc HLM. Parce que vous verrez que dans mes propos, la distinction est importante. Je crois que l'habitat participatif doit s'adresser à un plus large public que celui qui est aujourd'hui dans l'hémicycle. Alors par moment, je vais peut-être être piquant vis-à-vis de l'habitat participatif, mais c'est du vécu. Et donc il est important aussi que par rapport à ce vécu, je puisse vous donner non pas la vision du mouvement HLM, mais la vision d'une coopérative qui est aujourd'hui engagée depuis plusieurs années au sein du mouvement de l'habitat participatif. Alors peut-être vous donner quelques éléments de contexte, parce que moi j'ai fait mes premières rencontres de l'habitat participatif en 2009 à Strasbourg. Et il y a quand même un sacré chemin qui a été parcouru entre 2009 et aujourd'hui.
Et puis, quand j'interroge, parce que mon objectif, c'était non pas de participer à des ateliers, mais de beaucoup échanger avec un maximum de personnes. Et je me suis rendu compte que plusieurs jeunes, plusieurs seniors m'interrogeaient sur la possibilité de s'investir dans un groupe avec un organisme HLM. Et je crois sincèrement qu'aujourd'hui, le mouvement HLM a véritablement un rôle à jouer dans l'habitat participatif. Pour moi, c'est une grande bouffée d'oxygène de permettre à plusieurs, jeunes, moins jeunes, de pouvoir s'intégrer dans l'habitat participatif. Alors, je voudrais quand même rappeler quelques préalables du rôle d'un bailleur social. Nous sommes avant tout là pour servir la cause de l'intérêt général, donc le fameux SIEG. Et puis quand je me suis tourné dans différents ateliers, par moments, le SIEG avait tendance par moments à être un peu oublié. Vu la complexité de certains montages, nous on se disait avec la présidente de l'association qui va s'intégrer dans le locatif social que pourquoi tout le monde dit que c'est aussi compliqué? Alors que très sincèrement, quand on regarde ce qui se passe sur le territoire de l'Eurométropole, nous on a l'impression que c'est plutôt simple. Bon, je suis un peu, on va dire, caricatural quand on dit simple, mais on essaye tous ensemble sur ce territoire de faire bouger les lignes. Et je pense qu'on y arrive plutôt bien avec 17 projets qui sont actuellement menés à Strasbourg. Au-delà du SIEG, il y a le rôle des organismes HLM, qui est de fournir un logement de qualité à un prix abordable pour tous ceux qui en ont besoin. Et quand j'ai pu discuter avec un certain nombre d'entre vous, je me rends compte qu'il y a des familles qui malheureusement ont très peu de ressources et que l'habitat participatif était peut-être une alternative intéressante pour eux, mais également pour les bailleurs sociaux. Alors, pour répondre à ta question, Bruno, sur nos discours, très clairement, nous ne sommes pas, nous, dans une démarche, on va dire, c'est plutôt les groupes qui viennent nous voir, et inversement aussi. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons un discours qui est aussi approprié au groupe qui vient nous trouver ou les personnes qui viennent nous trouver. Pourquoi je dis ça? Parce que comme nous avons mené 2 projets, un projet d'accession à la propriété que nous livrons et des projets locatifs, je peux vous dire que le discours, il doit être adapté. Parce que les personnes qui viennent du locatif aidé, ce n'est pas une majorité, mais il faut avoir un discours très pédagogue. Il faut aussi faire comprendre le mouvement HLM avec toutes ces difficultés qu'on peut avoir. Donc notre rôle, il est avant tout de pouvoir accompagner dans la pédagogie, dans la compréhension, dans la communication. D'abord, qu'est-ce qu'un logement aidé? Parce que tout le monde n'a peut-être pas cette notion d'organisme HLM et c'est important. Donc le discours, je dirais qu'il est en 2 temps, selon le public que nous avons en face de nous. Voilà, je reviendrai tout à l'heure aussi sur la partie comment on structure aussi les projets d'habitat participatif en accession, en locatif et en senior également. Et donc, je pourrais, on va dire, plutôt développer cette partie dans un second temps. Donc, si tu dis que les gens, ils viennent vers toi et tu n'as pas besoin de les recruter, ça veut dire qu'il y a suffisamment déjà de personnes dans le locatif ou dans l'accession à la propriété qui t'ont identifié et qui se disent, si nous on veut faire un projet comme ça, je vais vers lui, et ça veut dire qu'ils ont déjà tous les codes, et quand ils arrivent, ils savent t'expliquer presque ce que c'est l'habitat participatif. Non, alors, pas du tout. Tu me le dis comme ça. Non, bien au contraire. On a aussi, nous, une démarche de communication qui nous semble importante. Il y a un travail coopératif qui est mené avec les différents opérateurs sur le territoire. La collectivité strasbourgeoise joue un rôle très important. L'aménageur qui est la CERS également. Donc c'est des plaquettes? C'est des plaquettes, c'est effectivement des communications, des conférences de presse, des poses de première pierre. Enfin, il y a tout un processus partenarial qui est mené auprès du grand public, que ce soit de l'accession, du locatif ou même de l'autopromotion. Donc aujourd'hui, on a une chance que sur ce territoire, on va dire que l'habitat participatif est rentré en tout cas dans les esprits. Et à partir de là,
on a quand même eu plus de facilité. Je ne dis pas que tout est simple, bien au contraire, mais en tout cas, on a les outils nécessaires aujourd'hui, et la collectivité et tous ensemble, on a fait les efforts nécessaires pour qu'aujourd'hui, l'habitat participatif sur le territoire de l'Eurométropole soit mis en avant. Et beaucoup de personnes savent maintenant qu'est-ce que l'habitat participatif. Ouais. Oui, mais est-ce que finalement, quand tu as ces gens qui viennent vers toi, est-ce que finalement, dans ton parc social, c'est pas quand même des gens qui sont déjà des intellectuels de ton parc social, ou est-ce que tu fais une différence entre l'accession classique et ceux qui viennent vers toi, accession à la propriété, accession par l'habitat participatif, est-ce que c'est les mêmes gens finalement? Ce n'est pas du tout les mêmes gens, il faut se le dire très clairement. Aujourd'hui, l'accession sociale sécurisée, on est plutôt dans une relation d'exigence et par moments des relations commerciales, clairement. Donc même si on est sur un projet d'habitat participatif, on se rend compte qu'il y a deux niveaux aujourd'hui entre le locatif aidé. Le locatif aidé, on est plutôt dans la relation humaine, très clairement. C'est avant tout la relation humaine. Quand tu es dans le participatif. Quand on est dans le participatif. Aujourd'hui, pourquoi la coopérative s'est engagée dans l'habitat participatif? Parce que tout simplement, aujourd'hui, notre projet stratégique est basé avant tout sur l'humain. C'est l'humain qui, aujourd'hui, doit être au cœur de nos préoccupations. Notre rôle de bailleur social, c'est effectivement de loger, mais nous voulons, nous, avant tout, travailler sur le bien vivre ensemble, sur les relations humaines, sur l'entraide. Donc aujourd'hui, nos équipes ont dans leur gène l'habitat participatif. Et donc c'est beaucoup plus simple quand on communique avec nos locataires, parce que l'objectif aussi, c'est que quand nous engageons des projets d'habitat participatif, nos locataires du parc HLM soient aussi associés à la démarche pour pouvoir aussi les accompagner dans le parcours résidentiel, parce que c'est un parcours résidentiel. Je dis souvent à mes équipes, je vais être un peu brutal, mais nous devons travailler sur un logement choisi et non plus sur un logement subi. Il y en a marre des logements subis. Donc il faut absolument que nous, les organismes HLM, nous travaillions à partir de la volonté de nos locataires. Et alors, encore une question. En fait, on parle beaucoup de mixité sociale d'une manière générale, la mixité sociale avec la loi Allure qui revient également. Donc ce sont des choses qui sont imposées finalement, souvent aux maires. Et alors on ne va pas faire un débat comme ça sur le pourquoi de cette mixité, mais c'est finalement quel mot on met derrière ce nom de mixité. Et alors, est-ce qu'il est possible, envisageable de faire de la mixité sociale, accession et locatif ensemble, ou est-ce que ce sont des publics déjà tellement différents que ce serait trop compliqué à gérer, et voir pourquoi pas faire des projets d'habitat participatif avec du locatif social et pourquoi pas un promoteur privé? Est-ce que c'est possible ça, si on cherche la diversité? Allons jusqu'au bout. Il y a des projets d'habitat participatif qui font par exemple, qui intègrent un ou deux logements avec Habitat Humanisme ou avec d'autres bailleurs et qui essayent d'intégrer cette mixité sociale alors qu'eux, ce sont finalement des promoteurs privés, individuels mais privés. Alors, totalement d'accord pour la mixité sociale, mixité intergénérationnelle, mixité culturelle, mais il ne faut pas se cacher non plus et il faut aussi se dire les choses. Aujourd'hui, avec le peu d'expérience que nous avons, c'est quelques projets mais qui ont abouti aujourd'hui et ce que je veux aussi vous dire, c'est que ces projets, ils ont abouti dans un délai très court. C'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche en 2009, les projets ont abouti en l'espace de 34 mois, c'est-à-dire qu'on a constitué des groupes, on a été rechercher des groupes, on les a accompagnés et on livre dans une quinzaine de jours. Donc en 34 mois, on a réussi à monter des projets d'habitat participatif. Mais encore une fois, les personnes qui souhaitaient s'engager dans l'accession et dans le locatif, c'est un public complètement différent et les gens restent entre soi. Donc il faut aussi casser ces codes et nous essayerons dans un prochain projet, de faire en sorte que nous mènerons dès septembre un projet mixte avec des surfaces partagées entre des locataires du parc HLM et des propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, on sent quand même une barrière entre l'accession et le locatif. Parce que ce n'est pas du tout le même public. Après, pour en venir auprès des promoteurs,
nous avons besoin de travailler avec les promoteurs. Les bailleurs, nous sommes les premiers à devoir travailler avec les promoteurs. C'est essentiel pour pouvoir permettre aussi de produire plus vite pour répondre à la demande. La question que je pose, moi, c'est le promoteur, il a d'abord un intérêt financier, avant tout. Nous, bailleurs, nous avons plutôt une vocation de service d'intérêt général, même si nous faisons de l'accession sociale sécurisée qui doit permettre de valoriser le parcours résidentiel. Mais si des promoteurs se mettent à faire de l'habitat participatif, tant mieux, parfait. Mais excusez-moi, je ne suis pas persuadé que naturellement les promoteurs immobiliers vont s'engager dans cette voie. Je dirais plutôt qu'ils seraient opportuns ou plutôt opportunistes, les promoteurs, d'aller voir une collectivité et de se dire, tiens, sur un terrain bien centré, en cœur de ville à Strasbourg, par exemple, ce serait bien de dire à la collectivité, nous ferons de l'habitat participatif. Mais est-ce que l'habitat participatif que nous menons tous ensemble est la même que la promotion privée? Excusez-moi, j'en doute. Je ne vais pas me faire que des amis dans la profession des promoteurs immobiliers, mais je pense que c'est quand même une réalité. Je vais pas trop lancer là-dessus. Je vais aller vers autre chose. Non, parce que tu sais, mais on en discutera peut-être. Je suis chaud sur ce sujet, donc ne me taquine taquine pas trop. C'est climatisé, c'est bon. Non, mais une autre question qu'on a aussi, avant de passer la parole au prochain intervenant, c'est on dit toujours, bah voilà, il faut faire de la mixité, il faut faire de la mixité. En fait, il faut la faire. Pourquoi faut la faire? Est-ce que c'est finalement bien de la faire? Et au final, c'est est-ce que toi, les gens avec qui tu travailles, est-ce que finalement ils ont envie de se mêler? Est-ce qu'ils seraient heureux ou est-ce qu'ils sont heureux? Et d'être finalement dans un projet mixte. Et puis s'il y en a qui seront dans des projets mixtes comme ça, ça sera intéressant qu'ils parlent aussi. Et puis finalement de se dire, finalement si moi je sais pas, je dis n'importe quoi, j'ai une Dacia, est-ce que je serais content d'avoir des Porsche tout autour de moi et de vivre heureux comme ça dans un... C'est ça la mixité, c'est pas ça? Non, je ne pense pas, très sincèrement. Aujourd'hui, malheureusement, la société a fait qu'il y a des différences. Et à nous de combler aussi ces différences. Maintenant, il faut qu'on y aille étape après étape. Nous, dans l'habitat participatif, on a d'abord souhaité mener des projets, on va dire des projets, mais pas des projets ambitieux. On a souhaité plutôt y aller progressivement pour que demain, nous soyons capables d'avoir un processus interne qui nous permette justement de travailler sur cette mixité et nous allons y travailler. Non mais la faut-il? C'est ça la question. Mais je suis persuadé qu'il la faut. Vas-y, Alors pourquoi il la faut? Je vais vous donner quelques exemples. Récemment, on a acquis un bien immobilier sur une ville qui s'appelle la ville d'Illkirch-Grafenstaden, dans un quartier très résidentiel, et puis on veut y faire du logement social. Et puis on a pour habitude d'aller d'abord voir les riverains, puis de leur dire, voilà, vous savez, il y a des humains qui vont venir habiter à côté de chez vous. Bon, des humains, mais qui sont gentils, hein, qui ne viendront pas voler dans votre jardin. Bon, dans cette réunion publique, tout a tourné autour on va dire, de la biodiversité, alors que l'objectif premier des riverains, c'était de nous dire qu'ils ne voulaient surtout pas le projet à côté de chez eux, parce que vous vous rendez compte, faire venir des gens un peu bizarres, là, du logement social, ça fait un peu peur dans un quartier résidentiel. Donc moi je pense qu'il faut changer les mentalités. Je ne vois pas pourquoi certaines personnes ou certaines catégories seraient plus favorisées ou défavorisées que d'autres. Et donc alors on nous a menacé de recours du permis, etc. Tant pis, on va quand même y aller et puis on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, notre rôle de bailleur, c'est effectivement aussi de discuter aussi avec les riverains, de bien faire comprendre que plus de 60% de la population aujourd'hui peut avoir droit à un logement aidé. Et ce que je disais aux riverains, c'est que vos enfants, ils peuvent aussi prétendre à avoir un logement dans cette opération. Et malheureusement, on reste encore sur l'entre-soi, où on reste renfermé sur soi-même, et on pense avant tout individuellement plutôt que collectivement. Donc, peut-être qu'un jour, ces gens-là qui n'ont pas accès au logement aidé pour leurs enfants se poseront peut-être un certain nombre de questions. Donc ce que tu dis là, c'est plutôt de la mixité à l'échelle du quartier, là, puisque tu es avec le voisinage, oui, etc. Je pense qu'il faut cette mixité pour que les gens ne restent pas dans l'entre-soi. L'entre-soi.
Il faut que je passe, qu'on avance. Je vais parler avec Jean-Charles Escribano. Oui, allez-y. Alors vous avez des boutons rouges, je pense. Voilà, mais je voulais pas le faire tout de suite. Voilà. Première question, il m'a semblé qu'à un moment donné, vous avez parlé de constitution des groupes et à un autre moment de répondre à la demande des groupes. Du coup, j'aimerais savoir finalement à quel endroit ça se situe entre est-ce qu'on va chercher les habitants, notamment au niveau social, ou est-ce que c'est les professionnels du logement dont vous faites partie qui constituent les groupes? Alors on a eu on va dire deux processus. Le premier processus, c'est que sur le territoire de l'Eurométropole, comme l'habitat participatif est aujourd'hui quelque chose qui est normal, eh bien, il y a des groupes qui viennent nous trouver parce qu'ils savent que, à travers la communication qui est faite, le bailleur coopérative Habitat de Lille s'est engagé dans l'habitat participatif depuis plusieurs années. Là, on va partir d'un deuxième constat, c'est qu'on va aussi chercher les groupes. Par exemple, le projet que nous allons mener conjointement Accession et Locatif, nous partons d'une feuille blanche aujourd'hui. On a réussi à gagner un terrain dans une ZAC et nous souhaitons, nous, à travers cette opération, mener un projet mixte, Accession et Locatif. Donc on part d'une feuille blanche. L'objectif pour nous, c'est à travers toujours le réseau, parce que le réseau est important. Je pense que le bailleur seul, il ne peut pas y arriver. C'est l'apport de plusieurs énergies, plusieurs savoirs, collectivités, aménageurs, associations. Donc là, ce qu'on a convenu, c'est de communiquer déjà largement vis-à-vis du public locatif aidé. Il y a sur la ville en question un certain nombre de bailleurs qui sont aussi présents. Donc nous allons faire une communication, puis nous allons faire une conférence de presse avec les élus. Et puis dans un deuxième temps, à partir du moment où il y aura des familles intéressées, on commencera à constituer le groupe et à commencer à travailler. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement cette facilité où un certain nombre de groupes viennent nous voir. Et puis on a aussi, nous, mis en place tout un process interne. Parce que ce que je n'ai pas dit au démarrage peut-être, c'est que nous avons, nous, investi dès 2010, quand je dis investi, c'est péjoratif, hein, mais on a mis les moyens nécessaires pour avoir du personnel dédié à l'habitat participatif, pour mettre en place donc, un processus et un cheminement propre à la coopérative, pour que nous ne soyons pas uniquement dans l'expérimental, mais véritablement dans la possibilité de développer plusieurs projets. Et avec le savoir que nous avons pu acquérir sur les différents projets, nous souhaitons être de plus en plus ambitieux justement sur cette mixité, sur les rapports humains, et faire en sorte que le public de l'accession et le public du parc locatif aidé soient associés dans un projet d'habitat participatif. Ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire, c'est aussi que donc, si un bailleur n'embauche pas, il n'arriverait pas à mener ce type de projet parce que trop lourd, quoi. Oui, je pense qu'il faut véritablement, mais après chacun dans son organisme a sa politique, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui on constate quand même qu'un grand nombre de mes collègues, et on s'est réunis hier pour travailler ensemble, parce que nous souhaitons, à travers le mouvement de l'USH, faire en sorte que nous soyons peut-être organisés en réseau. Donc c'est des réflexions que nous menons au niveau du mouvement HLM, pour être, on va dire, force de proposition. Parce que ce qui se fait à Biarritz et qui se fait bien, peut être fait aussi à Strasbourg. Et inversement, ce qui se fait à Strasbourg peut être fait ailleurs. Et donc, ensemble, nous souhaitons véritablement pouvoir travailler dans cette direction. Stéphane? Ça marche. Stéphane Singer, membre du RAP. Vous êtes chaud, moi aussi. Heureusement, on a la clim. Vous dites l'humain est au centre de votre stratégie politique, cadre référentiel d'entreprise. Vous mettez sur la table la proposition de faire de l'habitat participatif. Les personnes se réunissent, discutent sur des valeurs partagées, sur le projet de vivre ensemble. Dans un cadre que vous donnez quand même, mais, et à la fin, le groupe se constitue, disent d'accord, on y va, c'est un superbe projet, et si vous faites à ce moment-là le décompte de personnes qui ont de l'argent, qui ont moins d'argent ou qui n'ont pas d'argent, vous allez avoir une mixité assez étonnante et qui ne justifie en aucun cas
le constat que le public de la location n'est pas le même public de l'accession. La mixité est un phénomène naturel de constitution de groupes qui partent justement sur le vivant, sur l'humain, et j'aimerais bien quand même aussi pour l'avenir que des projets soient menés par des bailleurs, par des promoteurs ou par des groupes, peu importe, n'oublie pas ce phénomène-là. Deuxièmement, vous dites des promoteurs pourraient être amenés à faire ce genre de projet par opportunisme. J'ai constaté une guerre presque commerciale assez lourde entre des bailleurs sociaux sur certains territoires qui sont tous à la quête des bonnes opportunités, des bons emplacements, avec parfois des privilèges pas justifiés pour des raisons de relations institutionnelles. Je ne pense pas que le monde HLM était un monde de bisounours non plus, et je pense que vous me le confirmerez. La compétition peut parfois aussi faire rage parmi des entreprises à vocation sociale. Enfin, permettez-moi de terminer là-dessus, M. Benassayag a bien parlé tout à l'heure de cette situation particulière où un mouvement social se frotte aux institutions. Une situation à la fois source d'espoir parce qu'enfin le changement pourrait être diffusé, infusé dans la politique publique, et en même temps le moment où on peut aussi perdre son âme. L'âme de l'habitat participatif, ce sont deux choses, je pense que tout le monde conviendra de ça, c'est construire un projet à partir des valeurs, de vivre ensemble, et d'autre part, de développer justement la capacité d'agir collectivement. Et il a bien rappelé ça, M. Benassayag. Le grand changement, c'est cette nouvelle capacité d'agir collectivement. Et ça se termine donc par une question. Quelles sont les marges de manœuvre que vous accordez au groupe dans le cadre de votre projet? Sont-ils présents dans les programmes? Est-ce qu'ils vont personnaliser leur logement? Est-ce que, bon, le choix d'architecte, je sais parfois ça ne marche pas, mais cette action collective, est-ce que dans votre modèle peut réellement se déployer pour qu'on puisse réellement l'intégrer dans ce mouvement de l'habitat participatif? Merci. Stéphane, on va garder la question pour tout à l'heure parce que je voudrais avancer aussi avec les autres intervenants, mais j'ai dit à Laurent de la garder, de te répondre tout à l'heure. Sachant que je ne veux pas faire, on n'est pas seulement sur la question des bailleurs sociaux aujourd'hui, mais vraiment sur la question des créatifs culturels, et donc moi, et de l'ouverture de l'habitat participatif. Et donc je me tourne vers Jean-Charles. Alors, est-ce que vous rencontrez, il faudrait nous dire un peu ce que vous faites pour qu'on sache qui vous êtes, et puis dans ce que vous faites, est-ce que vous êtes en lien qu'avec des créatifs culturels? Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Charles Escribano, association Soleil Posé. Dans notre association, nous sommes des spécialistes de la gérontologie de la vieillesse. Et des créatifs culturels, eh bien, nous n'en rencontrons pas, parce que c'est un choix délibéré de notre association que d'aller vers cette population que nous avons qualifiée d'invisible. Alors, qui sont les invisibles? Eh bien, les retraités visibles, ça on le connaît tous. Il y en a un certain nombre ici qui sont capables de se lever et de se mettre en marche pour aller chercher des solutions à leurs attentes. Il y a des retraités visibles aussi qui rencontrent un grand intérêt de la part des industriels de la vieillesse, à qui l'on va proposer des produits, des résidences-services et autres. Et puis il y a les retraités invisibles, que nous avons qualifiés d'invisibles. Vous savez, la vieillesse, nous l'avons analysée, enfin on l'analyse tous en 3 phases. Statistiquement, on va parler statistiquement, jusqu'à l'âge de 75 ans, on se porte tous à merveille, on va courir les calanques, on va chercher les champignons. On est capable de vivre. Et puis, on sait que l'âge d'entrée en maison de retraite, en EHPAD, c'est-à-dire l'âge de la dépendance, il est de 85 ans, 84 ans et quelques. Il y a donc une décade, 10-12 ans, dans lesquelles viennent s'installer les difficultés, les mini-polyhandicaps liés à l'âge. Là commencent les difficultés et le besoin de s'adapter à un environnement, ou plutôt d'adapter l'environnement à son nouvel état. Or, dans notre association, nous avons décidé de nous occuper prioritairement de ce public qui cumule 3 difficultés.
Premièrement, la précarité, les revenus en dessous du seuil de pauvreté. Deuxièmement, la solitude et l'isolement. Il y a 3 jours, la veille de l'ouverture de notre rencontre, la Fondation de France a publié un rapport sur la solitude, les solitudes. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc la solitude, la précarité, les mini-polyhandicaps qui commencent. Là, cette population, je disais tout à l'heure que nous la comprenons comme étant un petit peu, c'est comme des oiseaux. Et les oiseaux se cachent pour mourir, les oiseaux fragiles, qui n'ont pas toujours cette capacité, disons, intellectuelle pour faire des démarches, pour aller vers ces réseaux que sont les clics, que sont les réseaux gérontologiques, pour aller demander de l'aide. Donc, cette population, il se trouve que nous, en tant que professionnels de la vieillesse, nous la connaissons. À titre personnel, j'ai été soignant dans le 15e arrondissement et la commune des Pennes-Mirabeau. J'ai continué donc par une formation d'ingénieur en gérontologie. J'ai été administrateur d'un CLIC, Centre local d'information et de coordination. Donc, j'ai eu toutes ces fenêtres qui m'ont permis de bien comprendre et de bien connaître ce type de population. Alors, il est certain que si on va voir un grand-père ou une grand-mère pour lui dire « Tiens, j'aimerais qu'on discute ensemble, qu'est-ce que vous pensez de l'habitat participatif ?» Il va me dire « Oh Gary, parle-moi marseillais, va. » Je ne suis pas à Paris. Et donc, si vous voulez, il faut aller à la rencontre de ce public, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de créatifs culturels parmi eux, et non, il n'y en a pas, que les besoins et les attentes de ce public ne sont pas présents. Et que l'habitat participatif, ou l'habitat partagé, les deux, participatif et partagé, ne peuvent pas répondre à leurs attentes. Donc, si vous voulez, par de très nombreux entretiens, on va sur un terroir, que ce soit un terroir à la campagne ou un quartier en ville, on va connaître les besoins et les attentes de ces personnes-là, mais sans avoir prononcé le mot habitat participatif. Il n'en est pas moins vrai qu'ils peuvent vous dire exactement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la peine, hein, on le disait par téléphone l'autre fois, ce n'est pas la peine de leur dire, c'est eux qui vous le disent. À partir de ce moment-là, nous, il s'est agi d'aller à la rencontre des pouvoirs politiques, des bailleurs sociaux, de mettre sur la table cette photographie du terrain. Et ils le savent, ils savent qu'il y a des problèmes. Et ensuite de proposer, de faire des propositions. Alors, il est certain que cet habitat, l'habitat, il est participatif au niveau de 3 phases, la conception, la réalisation et la gestion. Le public ciblé, en l'occurrence, il est utopique de vouloir les faire participer aux 2 premières phases. Pourquoi ? Ce sont des phases longues. En général, il faut au moins 5 ans, 6 ans. 3 ans, nous sommes déjà à 3 ans et demi passés. Avec un PM, le Conseil général, 13 habitats, et le Conseil général régional, ainsi de suite. Et on n'a pas encore le permis. Donc, de créer, de susciter un désir, cette population-là, elle est dans l'immédiat. Vous savez, le plan local de santé publique de l'atelier de santé ville Marseille-Nord 2014-2016 les décrit très bien. Il sait très bien que ce public est très difficile à mobiliser sur des actions. C'est difficile et complexe. Ce sont en effet pour la plupart des populations très paupérisées dont les préoccupations relèvent davantage de la subsistance que de l'anticipation. Donc, leur faire miroiter trop tôt une solution risque par l'usure du temps de devenir une maltraitance. Et ça, nous ne le voulons pas.
Donc il s'agit de connaître leurs besoins et leurs attentes, de préparer un projet avec les bailleurs sociaux, hein, d'abord trouver un terrain, parce que la difficulté foncière, vous l'avez dit tout à l'heure, entre les bailleurs sociaux et le secteur public, ce n'est pas évident. Nous l'avons trouvé, hein, et nous avons fait une proposition. André Jolivet, architecte ici présent, a développé un projet qui correspondait parfaitement aux souhaits de cette population que nous avions rencontrée. Il est vrai que ce ne seront pas les mêmes personnes, mais il y a le respect d'une population, d'un terroir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en phase, en attente de déblocage de certaines tracasseries que M. Mézenga a décrites, parce que les services de l'État déconcentrés trouvent que la virgule du texte ne permet pas. Ça en surprend beaucoup. Fatih Bouaroua, qui était là tout à l'heure, enfin qui était là hier et qui devait être là, nous disait qu'il, lui non plus, ne le comprend pas. L'administration déconcentrée prétend que la colocation, puisque nous avons fait un projet d'habitat partagé, parce que cela s'adresse à des gens très modestes, et que l'habitat partagé fait faire des économies et apporte du lien social. Eh bien, soi-disant, la colocation de personnes âgées n'est pas permise dans le logement social. Lui, il me dit qu'il a déjà réalisé les stacks. On ne comprend pas. Bon, je pense que tous ces soucis vont se débloquer et on espère que bientôt, on pourra démarrer. Ça, c'est pour faire une boîte, c'est facile, mais pour ce public, si on ne développe pas un accompagnement adapté, c'est voué à l'échec. Ça, nous le savons tous. Au mois de décembre dernier, l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, a sorti un rapport qui critiquait vertement les accompagnements tels qu'on les connaît aujourd'hui. Hein? Ce sont des accompagnements qui se cantonnent souvent à un seul aspect de la coordination. Ce sont des accompagnements parcellaires, redondants, qui coûtent cher et qui n'apportent pas un résultat satisfaisant. Donc, il est vrai qu'il faut aller vers un accompagnement global. Ce qui est expérimenté en ce moment, suite à ce rapport, dans le Nord, avec la FNARS, la Fédération nationale des associations. Donc, là, c'est aussi un point clé, l'accompagnement. Pas oublier que ce sont des personnes qui vont être en colocation, des personnes fragilisées, il est important de les accompagner. C'est ce qui peut rassurer les bailleurs sociaux et les institutionnels. Juste, oui. Donc j'ai une question concernant justement les besoins de ces personnes. Qu'est-ce qui est exprimé en termes de besoins? Et est-ce qu'il y a une demande pour avoir une mixité de population, à savoir travailler dans l'intergénérationnel ou pas? Merci. Alors, ce qu'ils demandent, c'est d'abord, en gros, c'est du lien social. C'est tous les affres qu'apporte la solitude. Du lien social. Ils souhaitent aussi faire des économies. Le facteur économique est très important. Ils ne savent pas si la semaine prochaine, avant de toucher leur misérable pension, ils vont pouvoir assumer à leurs besoins. Donc, il est de la solitude, et vous avez aujourd'hui un rapport de la Fondation de France, hein, qui est sorti, sur la solitude de la population française et les économies. Ça, c'est principalement. Pour ce qui est de la mixité, je disais, on s'est bien retrouvés tous les deux, avec mon voisin, que nous ne souhaitions pas avoir une mixité subie, mais plutôt une mixité choisie. Alors, il est certain que ce projet s'adresse à 40 personnes. Et ça se passe dans le 15e arrondissement de Marseille, qui est l'arrondissement qui connaît le plus grand nombre
de foyers de retraités en dessous du seuil de précarité et des populations à la santé très altérée. En 2011, il y avait 6 679, ce sont les données fiscales, foyers en dessous du seuil de pauvreté. De 2010 à 2011, il y avait une progression sur Marseille de 6,44, 6,5 points en une année. Rien qu'en une année, Marseille avait gagné, permettez-moi d'être un peu ironique et provocateur, 3 821 personnes, 21 foyers en dessous du seuil de pauvreté. Donc il est important, il nous a paru important, d'intervenir dans ce secteur que nous connaissons bien, que je connais bien, et sur un terrain où la population va être respectée dans sa mixité. C'est-à-dire qu'au moment où l'on va passer à la phase d'information pour proposer cette réponse, on va aller avec l'ensemble des services sociaux, les CCAS, les espaces aînés, les associations, les clics et autres, les services d'aide à domicile, diffuser l'information pour proposer ce service. Alors jusque-là, effectivement, le participatif est un peu juste, mais c'est adapté à la population en question. Et il va s'agir à partir de ce moment-là de permettre l'appropriation par eux-mêmes de la façon d'investir les lieux, la gestion du lieu. Pas oublier que la méthode de l'ingénierie sociale, c'est toujours le projet de vie personnalisé de la personne d'abord, ses demandes, ses besoins, ses attentes. Et aller vers un groupe cohérent. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, pardon, la mixité, excusez-moi. Oui et non. La mixité, ça va être une mixité de proximité. C'est un terrain qui est mitoyen avec le lycée professionnel de la Viste où il y a l'ensemble des métiers, les enseignements pour les métiers de l'aide à la personne et une école d'aide-soignante. Il est vrai qu'on va travailler à cette mixité générationnelle dans la proximité et dans le quartier. Oui, donc juste pour revenir aussi encore sur ce sujet-là, j'avais presque envie de repartir sur carrément autre chose pendant que vous parliez un moment, parce qu'à la table, quand on parle des cultures et des créatifs culturels, il manque à la table quelqu'un qui ne serait pas très âgés, s'occupant des personnes très âgées, je ne parle pas de vous, s'occupant des personnes très âgées, et une personne très jeune parlant des cultures urbaines, et puis d'autres cultures où on peut retrouver aussi une exclusion, où on peut aussi retrouver dans certains quartiers des choses que vous disiez là, et des gens qui sont dans des situations de vie, et qui sont jeunes, qui ne sont pas âgés, mais qui sont quand même dans des situations de vie finalement très analogues, et que finalement on ne retrouve pas non plus ici dans la salle, puisque le créatif culturel n'est pas forcément la personne que je viens de décrire. Je voulais juste vous poser une question avant de passer au village vertical, c'était la question de l'âge, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez marquant dans l'habitat participatif actuellement, c'est la question des projets qu'on peut avoir où il n'y a finalement pas de mixité, mais une non-mixité, et ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, voulu assumer en disant, bah non, nous on veut faire des projets sans mixité générationnelle, d'autres qui la revendiquent, et puis aussi des questions de mixité homme-femme qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas. Et puis, alors ça c'est assez général, une surreprésentation ou une forte représentation des femmes dans des projets de cette nature-là. Et avec la question finalement, mais où sont les hommes? Est-ce que ce sont ces oiseaux qui se cachent pour mourir? Ils sont où? Écoutez, concernant les oiseaux qui se cachent pour pour mourir... Ils sont à la tribune. Nous discutions tout à l'heure, il est certain qu'en mode d'espérance de vie, les hommes, jusqu'à maintenant, nous sommes pénalisés. Hein? Vous vivez, mesdames, vous avez jusqu'à maintenant, vous êtes en train de nous rattraper, vous avez une espérance de vie qui est quand même beaucoup plus longue. Oui.
Deuxièmement, il y a effectivement un phénomène, ben oui, il faut en parler, c'est le suicide. L'Institut national de veille sanitaire a publié des chiffres sur le suicide. Allez jeter un coup d'œil du côté des hommes de 80 ans. Vous serez surpris. Je crois que c'est la catégorie où numériquement, il y a le plus de dégâts. On parle souvent beaucoup de jeunes, effectivement, ils viennent juste après. Hein? Il est vrai que la vie fait que les hommes sont, jusqu'à maintenant, de par le travail ou de leurs conditions de vie ou leur excès, tout simplement, hein, ont une espérance de vie plus courte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire la cuisine, ils n'ont pas l'habitude de laver, de repasser, de faire le ménage. Non, non, mais aujourd'hui, non, mais soyons clairs, aujourd'hui, il y a des générations masculines qui sont beaucoup plus autonomes. Mais des personnes, des hommes de cet âge-là, étaient parfaitement autonomes du point de vue domestique. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc il faut faire des ateliers de cuisine avant de faire des ateliers d'habitat participatif. C'est la conclusion du truc. Alors, je me tourne vers Antoine. Alors, est-ce que le village vertical est fait que de créatifs culturels? Alors, pour ce qui concerne les fondateurs, donc en 2005, on était 4. Et on peut dire qu'on était 2 créatrices et 2 créateurs culturels. Mais si on regarde les choses maintenant, c'est beaucoup plus mixé. Je pense que ça se voit par exemple dans le film de Géraldine Boudot qui est consacré à notre projet, où elle interroge un certain nombre de nos voisins, des gens comme Brigitte, des gens comme Sofiane, des gens comme Julien, qu'on voit dans le film, et qui sont arrivés dans le projet par des biais qui ne sont pas du tout des biais idéologiques et militants. Et alors, finalement, vous seriez donc vous n'êtes pas un modèle de mixité alors? Est-ce qu'il y a une revendication à ce sujet-là? Oui, notre revendication, c'est de n'être un modèle de rien. Merci. Parce qu'on a beaucoup de défauts et parce qu'on pense que les autres groupes qui montent là en puissance vont faire mieux que nous et qui sont capables d'inventer des solutions meilleures que les nôtres. On est un projet pilote, ça c'est vrai, avec Abicop, et donc on est une des locomotives, ça c'est évident. Nous, ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est un habitat social et écologique. Et pour nous, les deux fonctionnent complètement ensemble. Et c'est surtout les personnes qui ont des faibles revenus qui tirent bénéfice de vivre dans un logement où, par exemple, il y a peu de charges en termes d'électricité, de chauffage, etc. Donc on ne peut pas réserver l'habitat écologique aux personnes riches si on veut vraiment faire progresser les choses. Donc on a fait 14 logements dans lesquels on vit depuis 2 ans. On est dans la banlieue populaire de Villeurbanne, au milieu de bars HLM. Ce n'est pas un quartier de relégation, il y a encore un petit peu de mixité. Ça correspond bien au cahier des charges qu'on s'était donné au départ. Sur nos 14 logements, on a 9 logements sociaux, plus 4 logements très sociaux type PLAI. Et donc 9 plus 4, 13. Il y en a un qui a un accident de parcours, un pilier du groupe qui a eu une augmentation de salaire et du coup qui s'est retrouvé au-dessus des plafonds du logement social. Donc on avait un passager clandestin dans notre projet social, mais on l'a gardé finalement. On a réfléchi. On l'a gardé à condition que pour un logement équivalent au nôtre, il paye plus cher. C'est la justice sociale, donc il a accepté. Et on ne regrette pas de l'avoir gardé. Il est propre, il est bien élevé. Bon, ça va.
Et donc, vous avez donc il y a une forme de mixité sociale finalement avec ce que tu viens de dire. Et est-ce que, à ton avis, il faut absolument que l'habitat participatif et finalement cette mixité, finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux entre créatifs culturels? Nous, on n'a jamais eu la volonté de choisir les personnes qui nous rejoignaient. On a croisé beaucoup de groupes qui nous disaient mais nous, on rencontre des gens, on apprend à se connaître, et puis après, quand on aura constitué vraiment un groupe de personnes qui s'entendent bien, on commencera à travailler sur la forme de notre habitat, les questions juridiques, les questions financières. Et généralement, ces groupes n'ont pas abouti. Nous, on a réfléchi dans notre coin à ce moment-là, mais on s'est dit que ce qui était intéressant, c'était d'avancer et de déterminer quelle méthode et quelle valeur on allait mettre en œuvre. Et c'est le projet défini comme ça qui allait choisir les personnes qui passent la porte un jour et puis qui ensuite restent. Et de fait, c'est une méthode qui fonctionne bien. Et donc, cette méthode a attiré des gens différents. Des gens certains avec beaucoup de diplômes et d'autres pas du tout. Des gens avec du travail, des gens sans travail, des gens qui sont arrivés à moins de 30 ans, des gens avec des cheveux blancs, des familles de tout type, des personnes sans enfants. Donc, c'est notre méthode qui a fait venir les gens, et effectivement, on a une certaine diversité. Donc, pour préparer la table ronde, j'ai fait mes petits calculs. On a 6 pays représentés, on est une vingtaine d'adultes, 6 pays représentés. Et puis l'année prochaine, on n'accueille une japonaise, donc on va représenter 4 continents dans le village, par exemple. C'est une manière de voir les choses. Et puis, il y a aussi on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes en mauvaise santé aussi, finalement, et notamment, il y a des maladies qui se voient, des maladies qui ne se voient pas, qu'on découvre aussi au contact des gens. Et ça aussi, pour nous, c'est intéressant d'avoir cet environnement bienveillant pour des personnes qui, bien sûr, ont besoin de soins avec des professionnels. C'est pas nous, c'est évident. Bien sûr, ont besoin pour certaines de travailleurs sociaux, mais et ça, c'est pas notre boulot. Mais par contre, d'être dans le voisinage bienveillant pour ces personnes-là, nous, on pense que c'est extrêmement important. Et on est dans un système qui fluctue aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me déplace sur mes 2 jambes. Demain, je ne sais pas. Il y a des personnes qui comptent vieillir au village vertical, même si aujourd'hui elles sont tout à fait jeunes et actives. La situation des couples n'est par définition pas stable. Les enfants s'en vont, reviennent, restent. Donc de toute façon, l'idée d'un groupe homogène est, à mon avis, une abstraction. Et justement, à propos de groupes homogènes, si on voit quand on voyage, et notamment en Allemagne, moi je cite souvent Tübingen parce que c'est là-bas que ça m'avait frappé, il y a des bâtiments, donc comme chacun sait, il y a beaucoup d'habitat participatif, certains quartiers pratiquement intégralement, et il y en a certains bâtiments qu'on appelle le Yugo, ou le bâtiment turc, puisqu'ils font de l'habitat participatif, mais parfois regroupés à l'échelle de l'immeuble pour des types de populations, où en tout cas ils ont gagné une parcelle parce qu'ils se sont rassemblés avec des familles, des cousins, que sais-je, des amis, mais qui viennent d'une certaine origine. On en discutait un moment sur Strasbourg dans les appels à projets, et à un moment il a failli y avoir des personnes turques qui se sont lancés dans l'appel à projet, et après, de ce que j'ai compris, finalement, quand ils ont vu les dossiers, etc., ce qu'il fallait monter, malgré une aide et une proposition d'aide, ils se sont dit, bon, finalement, c'est pas pour nous. Donc ça s'est pas fait. Mais finalement, est-ce que là, chez vous, il y a beaucoup de nationalités? Je sais pas ce que ça apporte certainement des choses également, mais finalement, un autre modèle peut être aussi plutôt la spécialisation. Donc il peut y avoir 2 modèles, recréer des modes de vie, et puis voilà, avec le risque du ghetto. Mais voilà, ça peut être une question de poser vis-à-vis de cette mixité. La faut-il vraiment? Nous, ce qui nous paraît intéressant de l'expérience qu'on a, c'est de permettre aux personnes de déterminer où elles veulent vivre et comment. Et du coup, la question du avec qui, elle vient naturellement derrière.
C'est-à-dire que si des personnes ont le choix, discutent, font un choix éclairé et décident que pour elles, c'est plus intéressant de vivre avec des personnes qui leur ressemblent, c'est leur choix, je ne vois pas pourquoi on ne le respecterait pas. Par contre, de décider pour elles a priori que parce qu'elles ont telle religion, telle couleur de peau, telle nationalité, il faut absolument qu'elles vivent à tel endroit, je pense que c'est voué à l'échec. Nous, on est un projet qui se revendique de l'éducation populaire, et je crois que ce qu'on prouve, nous, depuis 2 ans, c'est que, y compris des personnes sous plafond du logement social, sont capables d'initier leur lieu de vie, de le concevoir, de le financer, de le gérer démocratiquement et sans but lucratif, à condition qu'on leur fasse confiance, de gagner la confiance aussi des institutions, et à condition de tisser des partenariats gagnant-gagnant. Sur cette base-là, je crois qu'il faut être en capacité de laisser les gens prendre leur habitat en main. Avant de revenir sur ce qu'ont dit les intervenants, il y a un 4e intervenant caché, virtuel, mais qui est là quand même, c'est Miguel. Et donc je vous propose de passer un petit film. Pierre, tu voulais... Oui, effectivement, on a gardé une petite séquence de 5 minutes puisque j'ai posé la question à Miguel Benassayac de la mixité culturelle dans les projets d'habitat participatif, sur quoi il avait une opinion très, très affirmée, voilà, qui va nous présenter donc en guise de 4e témoignage.